Alors, merci beaucoup pour cet accueil. Alors, je suis désolée, je vais devoir rectifier un petit peu. J'avais informé les organisateurs. Je ne suis pas socio-anthropologue. Je suis maîtresse de conférences en sciences de l'éducation. Évidemment, j'utilise aussi des cadres théoriques sociologiques. C'est Google qui m'a trompé, mais qui vous a trahi. Voilà, donc Google raconte parfois n'importe quoi. On parle un peu des fake news en ce moment. Et bon, la question de l'enfantalité, c'est pareil, je ne me présenterai pas comme créatrice. J'imagine que c'est Google aussi, mais voilà, je ne me présenterai pas comme créatrice du concept. Il a été employé par d'autres avant moi. Et c'est vrai qu'on ne va pas forcément en parler plus que ça aujourd'hui. On va être plus sur le parcours et la trajectoire. Alors en tout cas, malgré effectivement cela, merci beaucoup de m'avoir proposé d'intervenir au démarrage un petit peu de cette journée consacrée entre autres à la notion de parcours. Alors c'est pas évident de passer après la vignette clinique dynamique qui a été présentée précédemment, donc j'espère que je ne vais pas plomber l'ambiance et vous endormir, puisque la commande moi qui m'a été passée, c'est quand même d'être sur des aspects un peu théoriques de cette notion de parcours et de bien sûr d'illustrer par les recherches sur les parcours en protection de l'enfance, mais de pouvoir avoir une réflexion sur ce que ça implique, l'usage de cette notion-là, quels différents sens on met derrière et quels sont finalement tous ces... comment ça s'imbrique. La question de l'impact également, on en parlera. Alors, comme j'ai du temps, je vais commencer par me présenter un petit peu, puis présenter quand même l'équipe où je travaille, donc à l'Université de Nanterre, donc qui est l'équipe, c'était sur la diapo précédente, mais c'est donc l'équipe éducation familiale et intervention sociale auprès des familles, donc une équipe de recherche en sciences de l'éducation à l'Université de Nanterre, qui travaille beaucoup sur la protection de l'enfance. C'est l'équipe qui a été fondée par Dominique Fablet et Paul Durning, que certains d'entre vous connaissent certainement, et dans laquelle travaille aujourd'hui notamment Anna Rourka, qui a beaucoup travaillé sur l'AMO et que certains d'entre vous connaissent bien, également Séverine Neuillet, maintenant Gilles Séraphin, l'ancien directeur de l'Observatoire de la protection de l'enfance. Donc une équipe qui est vraiment spécialisée sur ces questions-là, et où justement on a cette préoccupation d'articuler les recherches et leur je sais pas, enfin, j'aime pas le terme d'impact personnellement, mais en tout cas leur retombée, leur réutilisation par les professionnels. Alors, je suis moi-même, enfin je vais parler un tout petit peu de mon parcours, alors je vais pas vous raconter ma vie, hein, mais je vous rassure, pendant 1 heure, mais juste effectivement quand on parle de ces notions de parcours, c'est intéressant. Moi-même je suis en fait assistante sociale, j'ai travaillé comme assistante sociale pendant 8 ans, avant ensuite de reprendre une thèse et de fil en aiguille d'être maintenant enseignante-chercheur à l'université, ce qui fait que cette question de... finalement, quel usage on peut faire des notions théoriques, quel usage on peut faire des résultats de recherche, c'est une question à laquelle je suis particulièrement sensible. Et effectivement, mes travaux de recherche portent sur la question des parcours. Donc ce que je vais utiliser dans cette présentation, c'est issu essentiellement de mon travail de thèse, donc qui a été soutenu maintenant il y a 5 ans, hein, donc qui ne sont pas des données tout à fait récentes. Enfin voilà, les cadres juridiques bougent très vite, donc effectivement il y a 5 ans, c'est déjà loin entre guillemets, et en même temps finalement sur un certain nombre d'observations qu'on peut faire, de compréhension des processus, par contre c'est toujours assez heuristique. Je continue à travailler sur ces questions de parcours en protection de l'enfance, notamment avec Isabelle Fréchon. Là, on est plus sur la question des sorties de placement et pareil, avec des dimensions, on le verra, à la fois descriptives, extérieures, et puis subjectives du point de vue des jeunes eux-mêmes. Alors, je ne sais pas pour les diapos, par contre, je n'ai pas le... Ah, c'est là. Voilà, parfait. Donc voilà, je vais commencer effectivement par la partie un petit peu difficile. Comme vous êtes bien réveillés, bien attentifs, on va en profiter. On va parler plutôt du côté d'approche théorique, hein, de la notion de parcours. Et justement, on va aller interroger cette question de l'impact et des liens qu'on peut faire entre l'intervention et le parcours ultérieur. Dans la position du CNAEMO ce matin, on a bien entendu que ces questions de projet et de parcours, ça mettait beaucoup au travail l'idée du déterminisme, l'idée de l'inattendu, à quel point une vision déterministe
féministe peut être aussi démobilisatrice, et pour les professionnels, mais aussi pour les familles. Et c'est vrai que c'est un peu parfois le risque dans ces approches-là, et donc c'est ça qu'on va essayer de déconstruire en fait. Et ensuite, j'utiliserai donc quelques résultats de la recherche sur les parcours de famille après un accueil en centre maternel pour justement présenter des approches méthodologiques de compréhension des parcours qui prennent en compte à la fois une description extérieure des parcours, mais pour essayer non pas d'être dans des liens de causalité, mais de comprendre quels sont les ingrédients de ces processus, et puis une dimension plus subjective, effectivement, sur le sens finalement que les enfants eux-mêmes donnent à ces parcours. Alors, la notion de parcours, effectivement, elle est très polysémique, elle est utilisée dans plein de contextes. Ça, je sais que vous avez eu des interventions aussi hier autour de ça. C'est devenu vraiment une catégorie performative des politiques publiques. Alors, c'est pas récent, ça apparaît dès le milieu des années 80, d'abord dans le champ de l'insertion et de la formation professionnelle, mais l'idée d'avoir des parcours d'insertion, de favoriser des parcours, etc. Et puis, bien sûr, ensuite, on voit qu'elle s'étend à l'ensemble des politiques sociales, de soins, de formation, et ça ne cesse finalement, au cours des années 90, 2000, 2010, d'apparaître de plus en plus dans les différents textes de loi ou rapports qui précèdent leur élaboration. Et c'est un vocabulaire finalement qui s'étend et qui a beaucoup à voir avec ce qu'on appelle les politiques d'activation. Donc toutes ces politiques où on va passer d'une idée que l'État est là pour protéger, même pour catégoriser, parfois pour définir de l'extérieur le projet ou les aides ou ce à quoi les gens ont droit, à une approche où l'État aurait pour mission de rendre les gens acteurs. On a entendu déjà ce vocabulaire-là ce matin, et j'imagine hier aussi, avec effectivement un double enjeu, c'est qu'à la fois, effectivement, c'est le vocabulaire de la liberté, du fait de pouvoir faire ses choix, de pouvoir, bien sûr, être acteur de sa propre vie, etc., qu'on ne soit pas défini de l'extérieur, et bien entendu, le corollaire de responsabilisation. Si on est un acteur, si l'État a la responsabilité de proposer des opportunités, mais pas forcément de catégoriser et de protéger, eh bien, on va être responsable à la fois de ses réussites, mais aussi de ses difficultés, de ses échecs, etc. Évidemment, dans la lignée des politiques publiques, la notion elle est utilisée par les acteurs pour penser l'action. Voilà, la thématique de cette journée, elle en est un exemple, mais on peut en trouver plein d'autres. Il y a un certain nombre de colloques professionnels qui emploient ce terme, soit dans leur intitulé, soit dans leur programme. Actuellement. Et puis, c'est également le cas dans les recherches en sciences humaines et sociales, avec effectivement, finalement, l'avancée du processus d'individuation dans nos sociétés, avec effectivement cet enjeu autour de la place de l'individu, de la redéfinition de la place de l'individu par rapport au support collectif. Eh bien, on peut aussi parler d'un développement des approches par les parcours dans la recherche, dans différentes disciplines, que ce soit en démographie, en sociologie, en sciences de l'éducation, également en psychologie. Alors, certains parlent d'un foisonnement biographique, d'un tournant biographique. On va regarder attentivement, finalement, ces processus dans la construction des parcours des personnes. Et donc, moi, c'est bien sûr là-dessus que je vais m'arrêter davantage. Alors, comme je le disais, c'est une avancée du processus d'individuation et de responsabilisation des acteurs, le développement de cette notion de parcours dans ces différents champs. Mais par rapport à la notion de projet, qui apparaît de manière à peu près concomitante, mais qui va se développer un peu plus vite, et là qui est rattrapée un petit peu par la notion de parcours actuellement dans les politiques publiques. Par rapport à la notion de projet, la différence, c'est la question de l'aléatoire et de l'incertitude. Le projet, on est vraiment dans cette idée. Alors on sait que le projet, il y a toujours un décalage entre ce qu'on projette et ce qui va se réaliser, et qu'on va justement évaluer ce décalage, redéfinir le projet, etc. N'empêche qu'il y a quand même cette idée de maîtriser finalement ce qui va se passer par la suite, dans la technologie du projet, il y a quand même cette idée de maîtrise. Dans la notion de parcours, là, on est quand même davantage sur une plus grande prise en compte de l'aléatoire et de l'incertitude. Et quand
quand on ne prend pas en compte cet aléatoire et cette incertitude, là on peut interpréter les parcours de manière assez, assez problématique, puisque justement ça ne peut pas fonctionner sans cet aléatoire et cette incertitude. Et on peut lire le fait qu'effectivement la notion de projet, elle a été extrêmement présente dans les politiques publiques, dans les différents, dans la loi de 2002, dans tous les décrets d'application, etc. Donc il y a cette dimension de responsabilisation des acteurs, mais effectivement là le retour de la notion de parcours un peu à égalité avec la notion de projet, on peut le lire quand même sur cette dimension de dire finalement il y a aussi, il n'y a pas que rendre les gens acteurs, il y a aussi la prise en compte de tout cet aléatoire et de toutes ces incertitudes. Voilà, donc du côté des recherches, du côté des chercheurs, il y a des approches extrêmement variées. Le terme de parcours, il est employé donc par beaucoup d'auteurs, mais de manière extrêmement différente. Alors, il y a des choses qui sont communes à tout le monde. En gros, ce qui est commun à tout le monde, c'est l'idée de se dire, c'est important de prendre en compte la temporalité dans la compréhension des processus sociaux. On ne peut pas finalement comprendre les processus sociaux en regardant uniquement la situation à l'instant T. Ça s'inscrit dans des processus temporels importants qu'on se situe au niveau des individus ou au niveau des structures sociales. Donc ça, c'est un point commun à l'ensemble des chercheurs qui utilisent la notion de parcours. Ce qui est un point commun aussi, c'est que justement, on va être tout à fait à l'intersection, au confluent entre l'action du sujet et l'action des structures sociales. Par contre, tout le monde ne le résout pas de la même manière. C'est ça qu'on va examiner par la suite. En schématisant, alors bien sûr, on n'est pas dans des choses aussi extrêmes, mais en schématisant, on peut avoir une lecture un peu déterministe où, de toute façon, les structures sociales, les déterminants sociaux sont tellement forts que l'individu est écrasé finalement par ces processus-là et a très peu de prise sur son parcours. Et donc, il faut regarder l'action des structures sociales sur les individus, mais les individus sont totalement déterminés, agis par les structures sociales. Ça serait la position déterministe extrême, entre guillemets. Et puis, à l'autre bout du spectre, on aurait une vision, au contraire, tout à fait, où finalement les individus sont des atomes qui sont très très peu déterminés, enfin qui ont des marges de manœuvre extrêmement fortes, qui sont peu déterminées par les structures sociales, et du coup vont avoir une action très forte sur leur parcours. Alors bien sûr, la plupart des approches se situent un peu entre les deux, mais c'est toujours la question de qu'est-ce qu'on pense primer sur l'autre, quels sont les moments dans le parcours où c'est plutôt l'action des structures sociales qui va déterminer les choses, ou c'est plutôt l'action de l'acteur, etc. On est sur ces enjeux-là quand on observe les parcours. Et enfin, ce qui est commun à l'ensemble des approches, même si on le prend après, on ne peut pas forcément le traiter totalement, c'est de dire finalement la notion de parcours, elle recouvre à la fois des dimensions objectives et subjectives. C'est à la fois le fil des événements qui va jalonner une vie, mais c'est aussi la manière dont l'individu va intérioriser, va interpréter, va mettre en mots, va finalement se faire une narration, se faire une construction biographique du fil de ces événements de vie. Alors pareil, là ensuite on peut être sur des approches qui vont prioriser le fait de saisir le cours temporel des événements vus de l'extérieur ou la manière dont les acteurs l'intériorisent. Et on peut avoir des trajectoires qui semblent proches vues de l'extérieur mais qui ne vont pas du tout être intériorisées de la même façon et vice-versa. Alors, il y a effectivement certains sociologues qui ont essayé justement de décrire ces différentes postures épistémologiques par rapport finalement à l'imprévisibilité dans les parcours. Alors là, c'est effectivement un petit peu, là c'est le moment où voilà, il faut se concentrer, tout ça. Après, ça va être un peu moins rébarbatif. Mais je pense que c'est important quand même d'avoir ces différentes possibilités de lecture en tête, parce que en fait,
quand on parle les uns avec les autres de parcours, on n'a pas tous la même chose derrière la tête. En fait, on le voit pas de la même façon. Et ces différentes postures que je vais expliciter évidemment, eh bien, elles renvoient aussi à des manières dont vous-même vous pouvez percevoir les parcours des personnes, ou même les personnes elles-mêmes peuvent percevoir leur parcours. Alors là, on est du côté des chercheurs. En fait, Bessin, Villard et Grossetti, pour expliquer finalement différentes postures épistémologiques, différentes manières de concevoir la recherche sur les parcours, ils croisent deux axes. D'une part, est-ce qu'on est sur un point de vue extérieur? Est-ce qu'on regarde les parcours de l'extérieur? Ou est-ce qu'on se place du point de vue de l'acteur, donc dans une perspective plus subjective? Donc là, c'est effectivement les deux lignes, hein, objectivante, posture du chercheur objectivante et subjectivante. Donc la posture objectivante, c'est le chercheur qui va se demander, bon, qu'est-ce qui m'intéresse de regarder dans les parcours? Pour le travailleur social, c'est qu'est-ce qui m'intéresse de regarder dans le parcours de la famille? Est-ce que c'est les mesures précédentes? Est-ce que c'est la trajectoire résidentielle? Est-ce que c'est l'évolution de la situation familiale, etc. Mais là, c'est pas l'acteur qui dit ce qui est important pour décrire son parcours, c'est le regard extérieur. Et puis la posture subjectivante, c'est pas celle-là. La posture subjectivante, c'est de dire, bon, eh bien, on va aller demander aux acteurs eux-mêmes qu'est-ce qui est important dans leur parcours. Et typiquement, par exemple, si on parle des enfants, eh bien, la manière dont les enfants racontent un parcours, eh bien, ils ne mettent pas forcément en exergue les événements, les dimensions qui, en tant qu'adultes, des fois, nous paraîtraient les plus évidentes. Hein. C'est pas forcément le moment du déménagement où ça peut être un anniversaire, ça peut être quand je me suis fâchée avec un copain, etc. Et donc le fil des événements qui fait sens dans le parcours n'est pas forcément le même du point de vue de l'acteur ou du point de vue du regard extérieur. Donc ça, c'est la première, le premier axe de différenciation des postures. Et puis, il y a ensuite un autre axe de différenciation, alors qui est peut-être un petit peu moins évident à saisir au démarrage, mais qui est tout à fait important aussi. C'est qu'est-ce qu'on fait de l'imprévisibilité? Donc, qu'est-ce qu'on fait de l'aléatoire? Qu'est-ce qu'on fait de la certitude? Est-ce qu'on cherche à le réduire? Est-ce que notre objectif, c'est justement d'arriver à maîtriser les choses et du coup d'avoir le maximum d'indicateurs, d'indications qui vont nous permettre quelque part de prédire, en tout cas de se dire, ah, il y a plus de chances que ça se passe de cette manière-là, etc. Et peut-être de pouvoir faire des liens de cause à effet, parce que c'est souvent ça qu'on a en tête derrière. Et dans ce cas-là, on est dans une posture où, d'accord, il y a de l'imprévisibilité dans les parcours, mais cette imprévisibilité, elle devrait être pour les acteurs. L'objectif du regard extérieur, ça serait de réduire cette imprévisibilité. Et ça, c'est la première colonne. Donc, dans cette première colonne, où on parle de déterminisme antinarratif, pour la posture objectivante, donc pour le chercheur, l'imprévisibilité n'est qu'un résidu sans intérêt. Là, on est sur une posture où on va justement chercher à identifier des régularités dans les parcours et à identifier des liens, notamment des liens de causalité, je vais y revenir après, qui permettraient de réduire en fait cette imprévisibilité pour le regard extérieur. L'acteur lui-même, pris dans le processus, il ne s'en rend pas forcément compte, mais le regard extérieur arriverait à réduire cette imprévisibilité. Et là, typiquement, ça veut dire, eh bien, voilà, je sais que si il y a tel événement ou telle caractéristique de la personne, peut-être qu'il y a plus de chances que le parcours ultérieur soit de cette manière-là, etc., etc. Et là, on est vraiment, donc, dans, bon, le terme déterminisme, il veut bien dire ce qu'il veut dire, on est vraiment dans cette idée de regarder le parcours de l'extérieur, mais avec l'objectif de réduire l'imprévisibilité. Si on le regarde du côté des acteurs, là, on reste effectivement sur cette posture où on demande finalement aux acteurs quel sens ils donnent à leur parcours, mais on reste quand même dans cette idée de se dire, en même temps, moi, de mon point de vue extérieur, je peux justement repérer des régularités et réduire cette imprévisibilité. Et puis, il y a une autre posture, donc la deuxième colonne, où l'imprévisibilité, des parcours, elle n'est pas seulement du côté des acteurs qui sont pris dans le processus, elle est aussi du côté de l'observateur extérieur, donc du chercheur. Là, en fait, on n'a plus le même projet de connaissance quand on regarde les parcours, ou même le même projet d'action quand on regarde les parcours. On n'est pas dans le projet, finalement, de prédire, mais on s'intéresse au processus de construction de ces parcours. On va chercher à comprendre
un certain nombre d'ingrédients, à repérer finalement des moments significatifs. Et ça, je vais le détailler un petit peu après. On peut regarder finalement des successions temporelles, mais sans être dans l'idée qu'on va réduire l'imprévisibilité, qu'on va pouvoir prédire. Hein. Il y a effectivement cette dimension d'aléatoire qui est importante. Alors, tout ça, vous comprenez, c'est tout à fait essentiel justement quand on pose la question des impacts des interventions. Hein. Voilà, je vais y venir. Alors, la première case, je vais revenir un petit peu sur différentes cases. La première case, celle du déterminisme antinarratif, où on cherche à réduire l'imprévisibilité des parcours, c'est effectivement quand on va essayer de faire des liens de cause à effet ou de repérer quel serait l'impact, alors là, quantifiable, observable, où on peut faire des liens de corrélation entre une intervention et des éléments d'un parcours ultérieur, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, qu'on peut voir dans les recherches sur les parcours en protection de l'enfance. Effectivement, les premières recherches sur les parcours en protection de l'enfance. Alors, d'ailleurs, ce n'était pas forcément des recherches sur les parcours, c'était des recherches sur le devenir. Les recherches sur le devenir, par exemple, des enfants placés, il y en a eu pas mal en France et à l'étranger, dans pas mal de pays européens ou nord-américains, à partir des années 70 notamment, enfin même quelques études un peu antérieures, mais surtout à partir des années 70 et 80. Alors, d'un point de vue descriptif, ça fonctionne assez bien. C'est-à-dire que ces recherches-là, d'un point de vue descriptif, elles ont permis de regarder, si on prend un certain nombre d'enfants placés, finalement, combien, une fois à l'âge adulte, ont eux-mêmes des enfants placés. Ça a permis d'ailleurs de réduire un petit peu l'idée de la reproduction massive du placement. Donc d'un point de vue descriptif, ça fonctionne. Là où ça devient compliqué, c'est d'appliquer cette perspective-là d'un point de vue explicatif. Puisque là, il faudrait pouvoir avoir un raisonnement un petit peu toutes choses égales par ailleurs, hein, c'est ce qu'on dit là. Et en sciences humaines et si ça peut marcher pour certaines dimensions de l'existence, en sciences humaines et sociales, c'est quand même assez compliqué quand on s'intéresse à des processus qui englobent finalement l'ensemble de la vie des individus. On a des très bons exemples dans la littérature nord-américaine sur le devenir des enfants pauvres, par exemple. Il y a des grosses recherches quantitatives américaines qui essayent de mesurer l'impact du revenu des parents sur le devenir des enfants. Alors en plus, on dit devenir en français, mais en fait en anglais c'est outcomes, c'est les résultats. Hein. Donc on est vraiment sur évaluer finalement le lien entre un élément, là, le revenu des parents, si on parle des enfants pauvres, et le résultat sur les enfants à l'âge adulte, etc. Et il y a, en fait, il y a plein de débats entre les chercheurs sur pour évaluer l'effet du revenu des parents, est-ce qu'il faut finalement isoler cet effet du revenu en raisonnant toutes choses égales par ailleurs, par exemple, en éliminant, entre guillemets, dans les analyses, l'effet du quartier d'habitation. Le quartier d'habitation, il est bien évidemment très dépendant du revenu des parents. Donc, est-ce qu'on élimine les effets du quartier d'habitation pour isoler l'effet du revenu, stricto sensu? Est-ce que le niveau d'études de la mère, le niveau de stress parental, etc., est-ce que ce sont des variables qui n'ont rien à voir avec le revenu des parents et qu'il faut sortir finalement, enfin qu'il faut pouvoir isoler dans l'analyse? Voilà, c'est un truc un peu insoluble, en fait, face à ces processus-là. Donc, si ça peut fonctionner, effectivement, pour un certain nombre de processus, pour des processus sociaux comme le placement d'un enfant, le suivi en protection de l'enfance, la pauvreté des parents, les conditions de vie, etc., en fait, on n'arrive pas à distinguer des facteurs endogènes et ce qu'on appelle donc des facteurs endogènes et exogènes. Le revenu des parents, est-ce que le quartier d'habitation est un facteur lié au revenu ou externe? C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, donc finalement, ces approches-là sont assez compliquées à utiliser par rapport au parcours. Et se développe également l'idée, notamment dans les politiques publiques, que les parcours permettraient finalement d'évaluer justement les effets d'une intervention.
Et là, on a le même problème, en fait. C'est que, effectivement, il y a l'intervention, mais il y a plein d'autres choses autour, évidemment. Que c'est des processus qui se déroulent dans le temps, que les parcours, c'est sur un temps long et qu'il se passe plein de choses dans ce temps long. Et que donc, effectivement, ça va être très compliqué de raisonner, toutes choses égales par ailleurs, et d'apporter la preuve que cet effet-là est lié à cette intervention-là. Bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes en disant ça, mais ça va mieux en le disant. Alors, on voit depuis longtemps, mais là, c'est pareil, ça se redéveloppe assez fortement. On voit vraiment l'idée, justement, de dire, bon, bah, si c'est compliqué d'évaluer l'impact, peut-être qu'on peut faire des groupes contrôle et puis de regarder ce qui se passe pour tel groupe qui serait dans une intervention expérimentale et puis tel autre groupe qui n'y serait pas, et du coup de comparer les résultats entre les deux. Alors ça, c'est des démarches effectivement qui viennent de pays anglo-saxons qui, pour les interventions sociales, fonctionnent beaucoup sur le mode de programme. La transposition dans le contexte français est évidemment éminemment périlleuse, puisque nous, on est dans un contexte sociopolitique où on fonctionne par service, et que donc on ne va pas priver les gens d'un service déjà existant. Ça existe, hein, quand même, vous avez peut-être entendu parler de l'expérimentation logement d'abord, par exemple. Donc là, c'est vraiment sur ce modèle-là. C'est un nouveau dispositif, donc on va, dans les personnes qui rentrent dans les critères, tirer au sort ceux qui vont avoir accès aux services de droit commun habituels et puis ceux qui vont être inclus dans l'expérimentation. Et puis on va regarder 1 an ou 2 ans après est-ce que les personnes qui ont été dans l'expérimentation ont un meilleur devenir, une meilleure insertion, un meilleur état de santé que les personnes qui n'ont pas été incluses. Évidemment, ça pose des difficultés à la fois sur le plan éthique mais aussi méthodologique phénoménales. Mais c'est ces démarches-là qui finalement donnent l'idée de plus en plus répandue que on pourrait utiliser les parcours ultérieurs pour évaluer les effets des interventions. Hein. Et c'est là que je voulais en venir. Alors, bien entendu, regarder les parcours ultérieurs, regarder le devenir des personnes et regarder ce qu'elles en ont perçu, ça donne des éléments pour comprendre des processus, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça donne des éléments pour réfléchir sur les interventions, mais en fait, ça ne permet pas d'évaluer l'impact ou l'effet d'une intervention, puisqu'il y a effectivement toutes ces difficultés autour. Alors, à l'autre extrême du spectre, on pourrait se dire, bon, comme de toute façon, c'est quasiment impossible d'arriver justement à isoler des effets sur ces parcours et puis de faire des liens qui seraient prouvés statistiquement entre telle intervention, tel effet, etc. Eh bien, peut-être qu'on peut s'intéresser uniquement à la perspective des acteurs. Et à leur discours, hein, finalement, narratif, pour comprendre ces processus, ces logiques d'action. Alors là, c'est ce qu'effectivement on a appelé le développement des sociologies de l'identité sociale. Comme je le disais, cette question du processus d'individuation de nos sociétés, le fait que les trajectoires soient de moins en moins linéaires, qu'il y ait de plus en plus d'incertitudes et qu'on reconnaît de plus en plus finalement de capacités d'action aux individus, eh bien, effectivement, il y a ce tournant biographique, y compris dans la recherche, en disant, du coup, on va aller regarder quelque part, surtout du côté de la perspective subjective des acteurs. Là aussi, ça va permettre de comprendre de mieux en mieux les processus. Par contre, ça ne dira rien, finalement, de l'étendue, de la portée quantitative de ces processus. Hein, donc c'est l'autre posture qui est possible, de dire, puisque de toute façon, on ne peut pas saisir les parcours d'un point de vue objectif, déterministe, on va les saisir uniquement du côté subjectif, mais on n'aura pas d'éléments pour décrire la portée quantitative. Alors, je termine rapidement sur cette partie théorique. Une des théories, il y a un certain nombre de définitions de théories sur les parcours de vie, notamment en sociologie. Une des théories qui est pas mal utilisée, c'est la théorie des parcours de vie d'Elder. Alors,
c'est intéressant parce qu'il est à la fois sociologue et psychologue, Helder. Donc on voit bien qu'on est sur ces croisements, on est vraiment à cette intersection-là. Lui, ce qu'il appelle un parcours de vie, et on va réutiliser ces termes-là dans la suite, c'est finalement l'ensemble d'un certain nombre de séquences de rôles sociaux, appelées, et c'est ces séquences qui sont appelées des trajectoires, c'est-à-dire qu'une trajectoire, c'est un moment de vie entre deux moments où ça va bouger, si vous voulez. Donc, vous êtes étudiant, voilà, pendant 4 ou 5 ans, ça, c'est un moment du parcours de vie, c'est une trajectoire. Et puis, il va y avoir voilà, des choses qui bougent et vous passez à une autre trajectoire. Et ces transitions, donc ces moments de transition, ils entraînent des changements de statut et d'identité sociale et personnelle. En fait, les moments de transition, souvent, ils affectent plusieurs domaines de la vie, que ce soit la vie familiale, résidentielle, professionnelle, etc. Et comme on occupe plusieurs rôles sociaux en même temps, on est parent et puis on est en même temps professionnel ou chômeur, mais aussi enfant de quelqu'un, de ses propres parents, etc. Il faut, évidemment, toutes ces interactions, elles interviennent dans le parcours de vie. Et ce qu'on va prendre en compte pour comprendre les parcours de vie, c'est le fait effectivement que ça se déroule sur une vie entière. C'est alors l'agency, ça c'est important, je vais y revenir pour les enfants. C'est en fait l'agency, c'est la capacité d'action des acteurs, c'est la capacité à faire des choix entre des opportunités contraintes. Donc quand on dit finalement, voilà, rendre les gens acteurs, cette capacité d'action, etc., c'est ce concept d'agency. C'est qu'effectivement, il n'y a pas de parcours sans un minimum de capacité d'action des acteurs. Le temps historique, évidemment, le moment où la trajectoire se déroule ne donne pas les mêmes opportunités. L'agency, c'est du côté de l'acteur, mais le temps historique, c'est ce qui fait que vous êtes dans ces opportunités-là ou pas. La temporalité, le moment où un événement arrive dans une trajectoire n'aura pas la même... du coup, il n'aura pas la même signification pour la personne. Et l'interdépendance... Un parcours, il n'est jamais isolé. Et pour les parcours des enfants, c'est totalement évident, mais c'est vrai aussi pour les adultes. Bien oui, le parcours des enfants, il est très, très, très fortement lié au parcours de leurs parents, par exemple. Mais c'est des choses qu'on retrouve dans l'ensemble des parcours. On ne peut pas les analyser sans prendre en compte les parcours des gens autour. Alors, et pour terminer, quand même, le concept de turning point qui est important. Abbott, donc c'est un sociologue américain qui est interactionniste et qui reprend la théorie des parcours de vie d'Helder. Et alors ce qu'il dit, et c'est ça qui est très très intéressant pour nous, c'est que finalement, ces relations de causalité entre les effets des structures sociales et le parcours d'un individu, les effets de structure, ils expliquent assez bien les épisodes de vie qui correspondent à des trajectoires assez attendues, assez programmées. Donc effectivement, le fait d'appartenir à telle catégorie sociale, par exemple, et puis de faire telles études, etc. C'est vrai que quand on est sur une trajectoire un peu classique, attendue, eh bien là, oui, on va pouvoir observer des liens entre les effets des structures sociales et ces moments de trajectoire assez attendus. Mais si vous êtes du côté des acteurs et que vous leur demandez de raconter leur vie, finalement, pour eux, dans leur biographie, les moments qui ont le plus de sens, c'est les moments de bifurcation, c'est les moments, justement, qui ne sont pas ceux qui sont le mieux expliqués par ces relations de causalité de structure sociale. Et donc, les phases, donc c'est ce qu'il dit, les phases qu'on peut comprendre causalement, finalement, elles semblent moins importantes pour l'acteur, là c'est pas dans la citation, mais c'est du point de vue subjectif, que les phases qui sont incompréhensibles d'un point de vue causal. Ce qui veut dire que finalement, quand on essaye de décrire, même sur une perspective objectivante, les parcours, finalement, est-ce que le plus important, c'est effectivement de repérer ces relations de causalité qui permettent d'expliquer les moments du parcours, les trajectoires qui sont les plus attendues, ou est-ce que c'est finalement de comprendre les processus qui amènent ces bifurcations qui, pour le coup, sont très difficiles à prédire, sont aléatoires, sont incertaines, mais sont celles qui font le plus sens, finalement, au niveau subjectif. Donc, c'est effectivement cette dimension-là qui paraît importante, c'est-à-dire que finalement, et c'est toute la différence par rapport au projet, c'est-à-dire que finalement, là, ce que je vais essayer de vous présenter maintenant sur un exemple concret sur les parcours des familles sortant de centres maternels, c'est
que quand on décrit des trajectoires et des parcours, finalement, ce qui est intéressant, c'est de repérer quels sont les ingrédients qui conduisent à tel ou tel moment de transition, moment de bifurcation, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le lire dans une logique causale. C'est pas parce qu'il s'est passé ça dans la séquence temporelle précédente que c'est un lien de cause à effet. Pour autant, c'est intéressant de savoir qu'effectivement, avant d'arriver à telle étape, il s'est passé ça, ça, ça et ça. Mais on n'est pas dans une perspective prédictive. Voilà, bon, j'espère que vous avez survécu à cette partie théorique. S'il y a des points qui ne sont pas clairs ou des questions ou des choses que vous souhaitez approfondir, on pourra y revenir bien sûr au moment des questions. Alors, je vais parler maintenant, puisque j'ai encore du temps, encore plein de temps. Il faudrait qu'il nous resterait une demi-heure, y compris les questions-réponses. Voilà, oui, donc ça va. Alors, je vais donc maintenant, on va parler des parcours après un accueil en centre maternel. Alors, c'est une recherche donc qui a été menée sur 2 départements où en fait donc on a regardé l'ensemble des familles sorties de centres maternels dans ces 2 départements. Alors c'est des familles qui sont sorties il y a longtemps maintenant, hein. C'était des familles qui étaient sorties en 2002-2003. Donc il y avait une population initiale de 315 familles. Il y a eu une étude sur dossier pour 200 familles, des questionnaires biographiques auprès de 66 mères, des entretiens avec 49 mères, des questionnaires de qualité de vie avec 33 enfants et des entretiens sur le parcours et la situation actuelle avec 22 enfants. Donc vous voyez, il y a quelque chose un peu en entonnoir avec une dimension plus quantitative et ensuite on arrive à des dimensions plus qualitatives. Alors évidemment, je ne vais pas du tout m'étendre sur la méthodologie de cette étude-là, de cette recherche-là. Pareil, s'il y a des questions, je pourrais y répondre, mais voilà, je pense que c'est pas le lieu. Je vais présenter quelques résultats pour justement illustrer ce que j'ai dit sur ces différentes dimensions de la notion de parcours et puis pour vous apporter aussi un peu des billes sur ces parcours en protection de l'enfance, sachant que là on est sur un public très spécifique, c'est les familles qui sont passées par un centre maternel, donc c'est des familles qui cumulaient à la fois des difficultés d'hébergement et éducatives, donc c'est évidemment pas quelque chose qui est généralisable à l'ensemble des enfants suivis en protection de l'enfance, hein, ça qu'on soit bien d'accord. Alors, un premier exemple que je vais vous montrer, c'est finalement, donc à partir de cette étude sur dossier et des questionnaires biographiques, on a pu reconstituer à peu près 200, les trajectoires de 200 enfants en termes de mesures de protection de l'enfance après, dans les 6 ou 7 années qui ont suivi la sortie, et en termes de trajectoire résidentielle. Donc là, je vais parler des mesures de protection de l'enfance dans un des 2 départements. Alors, hop, voilà. Donc là, vous avez des jolis graphiques avec des jolies couleurs. Alors, je vais bien entendu expliquer ces jolies couleurs. Donc, en fait, sur ce graphique-là, vous avez regroupé en 5 catégories, en 5 types, toutes les trajectoires de 166 enfants sur un des 2 départements. Donc chaque ligne, en fait, correspond à la trajectoire d'un enfant. Le début, c'est l'année où il sort du centre maternel, et puis ensuite, c'est les années suivantes. Alors, la toute première catégorie, là, le premier groupe, la catégorie 1, là, ça représente un quart des enfants. On ne le voit pas bien, là, mais c'est 41 sur 166. En fait, le bleu, c'est les trajectoires qui sont inconnues. Donc, celle-là, on ne peut pas en dire grand-chose. Hein. C'est un quart des trajectoires qui n'ont pas pu être constituées. Sachant que c'est un département où il y a très peu de mobilité géographique et que donc les trajectoires inconnues, il y a quand même plus de chances que ça soit des enfants qui ne sont plus suivis en protection de l'enfance, mais il peut y avoir dedans quand même des enfants qui ont changé de département. Donc voilà, cette partie-là, on ne peut pas en dire grand-chose. Alors après, sur les 3 quarts restants, par contre, on peut dire des choses. Le quatrième groupe, on a... le deuxième groupe, pardon. Le deuxième groupe, on voit là pas mal de jaune. Et vous le voyez peut-être pas très bien, là, ça apparaît pas bien à l'écran. Mais il y a pas mal de saumon. Le saumon, c'est l'AMO. Alors là, il apparaît pas bien, ça tombe mal. Mais... Donc ça, c'est plutôt des trajectoires où
où il y a des enfants, effectivement, qui ont eu des mesures, mais surtout des mesures de milieu ouvert. Et pas seulement, également, on voit apparaître... Alors, le rose fuchsia, c'est le placement judiciaire, et le violet, c'est l'accueil provisoire. Donc, il y a un petit peu de placement judiciaire, soit en début, soit en fin de parcours, et puis quand même des moments d'accueil provisoire assez courts là, pour la plupart d'entre eux. Donc ce deuxième groupe, là pour le coup, on est à peu près sur un enfant sur 5 dans ce département-là, où finalement, après l'accueil en centre maternel, on va avoir des alternances de pas de mesures et mesures en milieu ouvert, et assez peu de placements. Le troisième groupe, là on est sur le placement judiciaire, on est aussi à peu près sur un 5e, donc là on est sur des trajectoires de placement judiciaire long, vous le voyez. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait, ces trajectoires de placement judiciaire long, vous voyez qu'elles démarrent dans les 2 années qui suivent, mais pas forcément dès la première année. En fait, l'intérêt de regarder ces trajectoires-là, c'est que si on regarde juste la première année après la sortie, si j'avais classé ces trajectoires juste par rapport à la mesure de la première année après la sortie, je n'aurais pas du tout ces mêmes tableaux, puisqu'en fait, il y a à peu près la moitié des placements judiciaires longs qui commencent plutôt la 2e année après la sortie, et inversement, il y a à peu près un tiers des enfants qui connaissent un placement judiciaire au moment de la sortie, qui reviennent à domicile de manière pérenne, en fait. Donc, c'est pas... voilà. Regardez une année après, finalement, on ne voit pas évidemment la stabilité ou l'instabilité de la trajectoire. Le 4e groupe, donc majoritairement du jaune, ça c'est des enfants pour lesquels on sait qu'il n'y a pas de mesure, contrairement au groupe bleu où on ne sait pas on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Là, le jaune, on sait ce qu'ils sont devenus et on sait qu'il n'y a pas de mesure ou très peu de mesures de protection de l'enfance. Et le 5e groupe, ben là on le voit, c'est des trajectoires assez chaotiques, enfin assez chaotiques, en tout cas complexes, c'est des trajectoires complexes plutôt, où là on a vraiment une alternance de mesures de placement et de mesures en milieu ouvert, avec des allers-retours, alors qui se font pas de la même façon pour l'ensemble des enfants, mais avec des trajectoires où plusieurs mesures de protection de l'enfance s'enchaînent. Et alors, ce qui est intéressant aussi quand on regarde ça, toujours pareil, d'un point de vue vraiment séquentiel, pour regarder les enchaînements dans le temps, là, si on classait les trajectoires, par exemple, avec celles qui ont... de l'accueil provisoire, eh bien on voit à quel point l'accueil provisoire finalement est une porte d'entrée vers le placement judiciaire, plus que l'AMO pour le coup. Là, quand on compare finalement le classement quand on classe les trajectoires, on a la majorité dans ce département-là, l'immense majorité des enfants qui ont une mesure d'accueil provisoire, eh bien ça se transforme ensuite en placement judiciaire. Alors, encore une fois, il ne faut pas le lire de manière déterministe ou causaliste, c'est pas ça, mais ça permet de comprendre comment sont utilisées les mesures et effectivement quel usage en est fait. Alors ça, c'est ce qui a pu être fait. Donc là, on est vraiment sur une perspective objectivante, vu de l'extérieur. Là, on regarde les dossiers et puis on recueille les mesures et puis on essaye de comprendre ce qui se passe. Mais on n'a pas, pour les 200, on n'a pas forcément le détail de tout ce qui s'est passé et qui permet de comprendre finalement comment les décisions pour ces mesures ont été prises. Donc les questionnaires biographiques auprès des mères, où là justement on pouvait interroger à la fois l'évolution de la composition familiale, l'évolution au niveau du logement, la santé de l'enfant, la scolarité de l'enfant, la santé de la mère, etc. Là permettait d'avoir davantage d'éléments sur les processus de construction des parcours. Et donc là, ce qui se dessine très très fortement, qu'on va illustrer après également, c'est finalement... On voit les ingrédients qui permettent aussi de comprendre ces processus de construction de trajectoire. D'abord, le premier élément qui va différencier les parcours, c'est la présence ou l'absence d'un logement stable. Ça, c'est très net. Alors, on est bien sur cette population qui sort de centre maternel, donc qui est entrée en centre maternel parce qu'il y avait une difficulté résidentielle. Mais à quel point, finalement, les conditions matérielles de sortie vont avoir un impact. Mais ensuite, il y a aussi des choses qui... Alors, il y a les dimensions... conjugales, et notamment la présence ou l'absence de violence conjugale, qui vont être un élément majeur dans la suite. Mais en l'absence de logement stable, on voit aussi apparaître, bien entendu,
des éléments qui sont liés aux caractéristiques de la mère, mais aussi aux pratiques départementales en matière de protection. Hein. Alors, je ne sais pas si le schéma est très très lisible. Là, c'était plus, de toute façon, c'est plus pour illustrer. Mais si vous voulez, voilà, on peut comme ça modéliser finalement ce qui aboutit. Quels sont les parcours qui aboutissent à telle ou telle mesure à un moment donné du parcours. Pareil, non pas en termes explicatifs, c'est pas parce que vous n'avez pas de logement et que vous êtes dans tel département qu'on prend une décision d'accueil provisoire ou d'AMO, mais en termes d'enchaînement séquentiel. Et là, on peut parler effectivement des effets Là, c'est plutôt les effets des configurations des parcours sur les interventions. Donc, pour résumer, celles qui sortent de centre maternel avec un logement stable. Certaines vont s'installer avec un conjoint, d'autres non. Ça peut être immédiatement à la sortie ou dans la suite. Celles qui s'installent avec un conjoint, si on n'est pas dans des situations de violence conjugale, là, finalement, on est sur des trajectoires où on ne va pas avoir de mesures de protection de l'enfance, où finalement, il y a un équilibre qui est trouvé, il n'y a pas de mesures de protection de l'enfance. Quand il y a des violences conjugales, par contre, à terme, effectivement, on arrive assez rapidement sur des placements judiciaires. Celles qui vont, alors, bien entendu, celles qui vont s'installer avec un conjoint ne sont pas exactement les mêmes que celles qui ne vont pas s'installer avec un conjoint. Donc, bien entendu qu'il y a des choses qui sont liées aussi aux caractéristiques de la mère. Mais là, c'est pas ça qu'on regarde. Donc, ça ne veut pas dire qu'on évacue cette question-là, mais ça veut dire tout simplement qu'il y a des configurations qui vont mener plus ou moins à différents types de mesures. Donc, dans une famille monoparentale, finalement, on voit apparaître des accueils provisoires quand la mère rencontre des problèmes de santé. Bon, ça, c'est assez logique. Et quand il n'y a pas de problème de santé, finalement, c'est le repérage par l'école de difficultés comportementales, souvent hein, de l'enfant, qui va amener des mesures de milieu ouvert. Donc soit AMO, soit intervention de TISF. En l'absence de logement stable, c'est là où on a une différenciation. Alors oui, les deux départements enquêtés, c'était le Nord et les Hauts-de-Seine. On a une différenciation dans ce qui est mis en œuvre. Dans le Nord, on va être, à l'époque en tout cas, beaucoup plus rapidement sur un accueil provisoire qui peut se transformer ensuite en placement judiciaire. S'il y a une stabilisation résidentielle rapide de la mère, on a un retour à domicile avec une mesure de milieu ouvert. Et s'il n'y a pas de stabilisation résidentielle rapide, là, on a des trajectoires de placement long. Dans les Hauts-de-Seine, par rapport à la situation d'absence de logement stable, on a plutôt d'abord des mesures en milieu ouvert, notamment pour des femmes qui sont jugées un peu plus fragiles, comme les mineurs et les jeunes majeurs. Et quand on est sur des femmes adultes, et notamment des migrantes, là par contre, il n'y a pas de mesures qui sont prises. Ce qui ne veut pas dire après, dans les parcours ultérieurs que moi j'ai pu observer, que les enfants ne sont pas en grande difficulté et n'auraient pas nécessité d'accompagnement. Hein. Voilà. Et par contre, ensuite, il y a quand même cette question de la stabilisation résidentielle ou non. Et là, du coup, l'ordre des séquences entre la stabilisation résidentielle, par exemple, et la mesure de milieu ouvert, eh bien, c'est pas la même dans les deux départements. C'est-à-dire qu'il y a un département qui va utiliser l'AMO plutôt pour accompagner des situations fragiles sur le plan résidentiel, enfin, pas uniquement sur le plan résidentiel, on est bien d'accord, mais entre autres sur le plan résidentiel, alors qu'un autre va plutôt placer l'enfant pour le préserver de l'instabilité résidentielle et faire intervenir la mesure de milieu ouvert plutôt en retour de placement quand il y a eu stabilisation résidentielle. Donc là, on voit bien effectivement qu'il y a aussi des pratiques départementales différentes. Alors, je passe maintenant au vécu subjectif des enfants. Donc les enfants qui ont été rencontrés, ils ont des parcours... Alors bien sûr, là, on n'est plus du tout dans quelque chose... on n'est plus sur des gros effectifs, hein, puisqu'il y a eu des questionnaires avec 33 enfants et des entretiens avec 22. Pour autant, ils ont des parcours qui sont assez diversifiés et qui, finalement, permettent d'avoir quand même... toute la diversité des parcours qu'on a pu observer au niveau quantitatif. Hein. Donc 7 enfants qui font l'objet de placements judiciaires longs et qui vivent en famille d'accueil, 6 enfants qui vivent dans un logement stable avec 2 parents depuis la sortie. Alors 2 parents, c'est pas forcément le père biologique ou social de l'enfant à son entrée en centre maternel. 7 enfants qui ont connu des trajectoires instables hein, sur le plan résidentiel et des recompositions familiales, mais qui au moment de l'enquête vivaient dans un logement stable avec 2 parents. Donc 6 ou 7 ans après la sortie. Hein. 6 enfants qui vivent dans des conditions de vie précaires avec leur mère seule depuis la sortie, donc des enfants qui sont encore hébergés en CHRS, en résidence sociale,
qui ont connu pour certains l'hôtel, le squat, etc. Et 7 enfants qui vivent avec leur mère seule dans un logement stable depuis la sortie. Et dans cela, on a effectivement, sur ces 7 enfants, 5 qui étaient suivis dans le cadre de mesures éducatives en milieu ouvert. C'est dans ce groupe-là qu'il y a voilà, qu'on retrouve les enfants qui sont suivis en milieu ouvert, en fait, dans l'enquête. Alors, encore une fois, hein, là, ce n'est pas des choses qu'on peut généraliser, mais c'est sur la diversité des parcours. Alors, il y avait des dimensions qu'on a regardées par rapport à leur perception subjective de leur situation actuelle, et notamment leur qualité de vie, donc comment ils se sentent dans leur vie actuelle et au niveau de leur... oui, de leur perception cognitive, hein, de leur bien-être subjectif. Et là, on a effectivement, en regardant par rapport à leur trajectoire et leur perception actuelle, il y a des choses qui changent en fonction un petit peu des groupes. Mais ce qui ressort fortement, c'est que par rapport à ça, finalement, c'est plus la situation présente qui est importante que la trajectoire en tant que telle. Donc l'accent il est vraiment mis sur la situation actuelle, même quand le parcours il a été difficile. Alors les enfants qui vivent en famille d'accueil, et ça rejoint ce qui est constaté dans d'autres recherches, il y a un investissement très important des relations avec les pairs. Les dimensions relationnelles, elles peuvent être source de difficultés, mais aussi de protection, puisque c'est quelque chose qui, lorsque ça fonctionne bien, est quelque chose au contraire qu'ils mettent beaucoup en avant. La question de l'insécurité matérielle et psychique des conditions de vie en centre d'hébergement ou en tout cas dans des trajectoires de grande précarité résidentielle, hein, qui ressort très fortement, ça aussi qui est corroboré maintenant par d'autres recherches, mais ça on le voit très très fortement. Et les enfants du dernier groupe, donc qui vivent seuls avec leur mère, et pour certains, donc pour une grande part d'entre eux qui sont suivis en AMO, là c'est les enfants qui finalement, dans l'enquête, sont effectivement le plus en difficulté dans leur perception subjective actuelle de leur vie, et notamment sur les dimensions relationnelles, mais dans tous les domaines. Pas que au sein de la famille, mais aussi justement avec leur père, père P-A-I-R-S, là, à l'école, hein, entre autres, mais à l'école ou dans le quartier, etc., avec les autres enfants. Ce sont les enfants qui racontent finalement le plus de situations, de difficultés importantes avec les autres enfants. Alors, donc là c'était sur la situation actuelle. Quand on regarde dans le parcours, comment ils perçoivent leur parcours. Alors, ce sur quoi je voulais mettre l'accent aujourd'hui, c'était la dimension de l'agency, de cette idée de est-ce que j'ai une marge de manœuvre dans mon parcours, est-ce que je suis un acteur de mon parcours ou pas. Donc là, hein, c'est des enfants qui ont entre 7 et 10 ans au moment de l'enquête. Et quand on analyse les entretiens réalisés avec eux, quand ils racontent finalement des différents moments de leur parcours, à quel moment ils produisent des récits où ils se mettent en scène comme étant acteurs vraiment de ce parcours, ou à quel moment ils produisent des récits comme étant complètement agis finalement par les adultes ou par les contraintes autour d'eux. Alors on voit qu'il y a une perception très forte de leur capacité d'action dans le domaine des relations avec leur père, avec les autres enfants. C'est vraiment là où s'expérimente cette capacité d'action, et là pour l'ensemble des enfants rencontrés. Par contre, c'est nettement plus contrasté dans le rapport aux adultes. Il y a des enfants qui racontent vraiment des moments où voilà, ils se posent comme acteurs face aux adultes. Ils disent soit qu'ils ne sont pas d'accord, soit ils font des choses. Hein. Il y a un petit garçon qui raconte, il y a mon référent ASE qui... il ne voulait pas terminer la visite avec sa mère, et donc il oblige le référent ASE à lui courir après, entre guillemets, pour récupérer. Alors ça se solde évidemment par la victoire, comme il dit, du référent ASE. Mais il n'empêche que voilà, il met en œuvre un certain nombre de choses pour montrer qu'il est d'accord, pas d'accord. Et quand il raconte les choses, c'est pas un objet qu'on transporte d'un bout à l'autre. Il y a une autre petite fille, par contre, qui raconte les désaccords entre sa grand-mère, chez qui elle vit, et sa mère, et les éducatrices du centre d'hébergement où vit sa mère, concernant son accueil justement dans le centre d'hébergement, etc. Et alors là, on a vraiment l'impression, quand elle le raconte, voilà, qu'elle est un pion que les adultes vont déplacer au gré des accords, des désaccords, des différentes décisions, mais que finalement, elle, là-dedans, elle n'agit pas.
Et en fait, ce qui est intéressant à repérer, c'est qu'en fait, cette perception de sa capacité d'action, et donc finalement, là on est vraiment sur cette dimension subjective des parcours, l'intériorisation du parcours et la perspective biographique du parcours. Finalement, la perception de sa capacité d'action, c'est pas forcément quelque chose qui va faire qu'on se sent mieux dans sa vie. Ça va faire qu'on se sent mieux face à des situations instables. Ça veut dire qu'effectivement, les enfants qui sont confrontés à beaucoup de changements, ceux qui manifestent cette capacité d'action, qui perçoivent chez eux-mêmes cette capacité d'action, eh ben, ils se sentent plutôt mieux que ceux qui ne l'aperçoivent pas. Parce qu'effectivement, certainement qu'ils se sentent un petit peu, ils vont pouvoir maîtriser un petit peu, en tout cas, ils ont le sentiment qu'ils ont quelque chose à faire dans cette situation. Par contre, dans des situations stables, où finalement la situation ne bouge pas, le fait de se percevoir comme un acteur, là, pour le coup, c'est pas forcément quelque chose qui va favoriser le bien-être subjectif de ces enfants-là, la qualité de vie subjective de ces enfants-là, parce que pour le coup, on peut avoir le sentiment qu'on pourrait être acteur, mais qu'en fait, on ne change rien. Et donc, cette perception de soi comme acteur, c'est quelque chose qui est vraiment valorisé, qui est mis comme quelque chose devant être développé, mais en même temps, c'est pas toujours quelque chose qui renforce le sentiment de bien-être subjectif. Et là, je le dis par rapport aux enfants dans les contextes qui concernent les enfants, mais bien entendu, on pourrait également faire le cas par rapport aux adultes. On garde 10 minutes de questions-réponses. D'accord, donc si je peux prendre 2 minutes pour terminer justement sur cette question-là. Alors, donc ça, je vais le sauter. Du coup, on est vraiment dans cette question de, finalement, parler des parcours, observer les parcours, demander aux acteurs de s'approprier leur parcours, c'est aussi une forme d'injonction biographique. Et là, je terminerai sur cette diapo-là. Alors là, qui n'est plus du côté des enfants, mais qui est du côté des mères. Et qui, en même temps, on l'a entendu très bien tout à l'heure dans la vignette clinique tout à l'heure, là, les gens qui deviennent professionnels des PPE, PAI et compagnie. Et donc une des mères de ces enfants-là qui explique effectivement que cette injonction finalement de toujours reparler du parcours, à quel point effectivement c'est compliqué. Donc là, je ne vous apprends rien, mais je trouve que cet extrait d'entretien est tout à fait parlant. Et les recherches sur le sujet sont prises elles-mêmes là-dedans. Parce qu'évidemment, quand on vient rencontrer des gens pour leur demander de nous raconter leur parcours pour faire une recherche dessus, eh bien, on renforce cette injonction-là. Et que donc, évidemment, ça pose aussi ces questions. Donc là, cette mère, elle explique, depuis que j'ai l'âge de 6 ou 7 ans, je ne fais que ça, raconter ma vie. À chaque fois, il y a un paragraphe en plus. Je rajoute le paragraphe. Je raconte ma vie comme une histoire. J'ai l'impression que c'est même plus la mienne. Une histoire que je connais par cœur. Je la raconte. On dirait que c'est une poésie et que je la récite à chaque personne que je dois rencontrer. L'éducatrice des enfants, elle me demande mon parcours, l'autre, elle me demande mon parcours, donc je raconte comment ça s'est passé dans votre jeunesse, et ci et là, donc je raconte. Et donc là, on voit bien finalement à quel point cette injonction dans les politiques sociales, finalement, à travailler sur les parcours, si c'est compris comme travailler sur les parcours antérieurs, travailler sur l'intériorisation des acteurs de ce parcours-là, c'est pas forcément producteur de sens non plus. Voilà. Je vous remercie. Merci. Alors j'imagine que les demandes de précision, de retour sur telle ou telle dimension de cette intervention peuvent être nombreuses. Évidemment, on va être en relation également avec l'autre salle, la salle Diane, qui pourra nous dire s'il y a question de leur côté. Allez, comme hier, si vous souhaitez intervenir, vous levez la main, vous vous signalez, on vous apporte un micro et, si je peux me permettre, peut-être que le temps qu'une première intervention vienne, une réaction personnelle, oui, très bien, juste, ce qui me frappe beaucoup dans les propos que vous tenez, c'est au fond quelque chose qui me pose question. Tout se présente comme si l'histoire n'expliquait plus. Alors, est-ce que c'est que l'histoire n'explique plus, ou bien est-ce que c'est que nous ne savons pas comprendre l'histoire et en faire quelque chose pour l'action?
Alors, je vous remercie de cette première question. Alors, je ne pense pas que c'est pas que l'histoire n'explique plus, ou qu'on ne peut pas, enfin qu'on ne comprend pas l'histoire et qu'on ne sait plus l'utiliser pour expliquer. Enfin, c'est le terme expliquer qui là moi, me pose question, évidemment. Là, pour le coup. Il me semble que la réponse est du côté. Alors, j'ai pas développé plus que ça l'approche d'Abbott, mais là-dessus, elle est intéressante. C'est la dimension probabiliste finalement, et surtout la dimension de comment chaque moment, y compris de l'histoire sociale, est bien entendu construit par le moment précédent, mais uniquement par ce moment précédent. Enfin, pas uniquement par ce moment précédent, mais avec des changements importants qui peuvent se produire. Et qu'on est sur des choses probabilistes, et non pas, effectivement, des liens de causalité directe. Je pense que c'est vraiment cette dimension de probabilité qui est importante, de se dire, oui, bien sûr que la dynamique, alors moi j'appelle ça la dynamique séquentielle, mais en tout cas l'historicité, ou les enchaînements temporels permettent de comprendre des choses, mais ne permettent pas effectivement de les prédire. C'est surtout ça. Ils permettent de comprendre, ils ne permettent pas de prédire. Et c'est la difficulté avec le terme expliquer. Alors, je vous en prie. Merci, bonjour. Je voudrais d'abord savoir si vous pouvez revenir sur une vignette, celle où vous faites la comparaison entre les femmes qui sortent avec un logement stable de centre maternel et celles qui sortent sans logement stable, pour pouvoir poser ma question. Alors du coup, là, il faut qu'on remette le PowerPoint. Est-ce que c'est possible de retrouver le PowerPoint ? C'est là. C'est là. Voilà, merci. Tout en bas du tableau, sur le département des Hauts-de-Seine, vous faites apparaître donc mineurs, jeunes majeurs, femmes adultes nées en France, et en dessous, migrantes de 22 ans et plus, et on voit que les suites ne sont pas du tout les mêmes. Alors on se posait la question avec mon collègue, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire que les femmes migrantes sont abandonnées en fait par la société après ou par le département? Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, pour les migrantes, on voit parfois confiage informel, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne serait pas admis pour les femmes qui sont nées en France. Est-ce qu'il y a quelque chose de culturel ou de l'abandon? Je ne sais pas, c'est la question qu'on se posait. Alors, c'est une grande question. C'est un ensemble de choses. C'est-à-dire qu'il y a d'une part la perception, mais là pour le coup qu'on peut vraiment remettre en question quand on travaille dans le détail justement sur leur propre parcours, etc. Il y a d'abord une perception qu'on voit à travers les rapports sociaux, etc. de ces femmes-là comme finalement ayant peut-être moins besoin de soutien éducatif que d'autres, ayant peut-être justement des ressources personnelles plus importantes, elles ont traversé un parcours de migration, etc., et que leurs difficultés seraient plus de l'ordre de l'insertion sociale que forcément de difficultés éducatives avec leurs enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose. Enfin, après, quand on rencontre ces femmes et qu'elles racontent justement leur parcours, etc., sur des dimensions très traumatiques, sur des choses comme ça, on voit bien que cette image-là, elle est quand même tout à fait contestable, même si, pour le coup, elle de bonne foi. On a un peu la même question avec les mineurs non accompagnés actuellement, hein, qui, comme ils n'expriment pas de la même façon, auraient peut-être moins de besoins, ou finalement... Enfin, on est en train de sortir de cette image-là, mais pendant une dizaine d'années, on a été un peu dans voilà, ils n'ont peut-être pas besoin du même type d'accompagnement, etc. Donc il y a cette dimension-là qui doit intervenir. Après, il y a aussi une dimension... ça doit jouer dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, du coup, le département s'en préoccupe quand même un peu moins. Enfin, à l'époque, s'en préoccupait quand même un peu moins, certainement, de ces enfants-là que des enfants voilà, issus de familles ayant des caractéristiques différentes. Et puis, il y a aussi la fuite de l'intervention sociale. C'est-à-dire que le centre maternel, c'est le premier endroit où elles vont être, ces femmes-là, où elles vont être socialisées à l'intervention sociale en France, et elles vont développer une image de la protection de l'enfance extrêmement... Enfin, la crainte du placement est quelque chose de très, 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 très présent. Et du coup, il y a également le fait qu'elles-mêmes fuient beaucoup l'intervention qui intervient dans ce processus.
Et le confiage informel, non, il y a aussi des situations de confiage informel, d'ailleurs, pour des femmes qui ne sont pas migrantes, hein, donc ça existe également. Mais effectivement, là, on le voit fortement. Et il y a vraiment cette dimension elles sont parfois dans des situations, notamment résidentielles, catastrophiques, et elles voient bien que ça a un impact sur leur enfant, et donc elles vont mettre en œuvre des situations de confiage informel pour protéger l'enfant, mais ça va passer effectivement de manière informelle pour éviter l'intervention sociale formalisée. Est-ce qu'il y a ici une autre intervention? Oui, 2. Alors, 1, 2, très bien. Et puis, on va clore cette séquence après ces 2 prises de parole. Oui, merci beaucoup pour votre intervention qui était vraiment extrêmement intéressante. Alors, moi, c'est sur un point tout à fait à la fin, sur cette personne qui dit « mais j'en ai assez qu'on me fasse répéter la même chose », c'est-à-dire effectivement sur cette discursivité close sur elle-même, où les gens répètent tout le temps le même récit et finalement nous disent « vous me faites raconter quelque chose de moi où je ne suis déjà plus depuis longtemps, vous m'enfermez ». Et vous écoutant, il me venait que, mais certainement en résonance avec tout ce qui a été dit depuis hier, nous autres professionnels de l'accompagnement, du soin, nous sommes pris là-dedans, c'est-à-dire qu'on nous demande, pour des diverses procédures de validation, d'évaluation, de constamment répéter la même chose sur ce que nous faisons, alors même que très souvent nous n'en sommes plus du tout là. En somme, on ne fait que parler de ce qu'on ne fait plus. C'est-à-dire, à la fois, je comprends bien qu'il y ait des nécessités d'évaluation et d'un certain contrôle, à condition qu'il ne soit pas totalitaire de notre activité. Mais j'ai l'impression que nous sommes pris dans le même processus, nous sommes de même nature finalement, et c'est même certain que nous sommes de même nature que les personnes que nous accompagnons, etc. Et c'est-à-dire, j'entendais là aussi une remise en cause finalement de nos pratiques, c'est-à-dire comment pourrait-on faire pour que ce qui est mis en place de tous ces trucs à sigles ne nous écrase pas, c'est-à-dire discursivité qui tourne, alors même que nous avons besoin de récits ouverts et avec les personnes dont on s'occupe, eux aussi s'occupent quand même un peu de nous, on puisse constamment être dans une invention. Enfin, c'est vraiment la question de l'innovation qui est posée là par... voilà, c'est une question, quoi. Merci. Alors merci beaucoup. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à la question, mais en tout cas, elle est très... Par exemple, vous voulez prendre les autres questions peut-être d'abord? Oui, peut-être on pourrait prendre... Quelqu'un d'autre avait levé la main, avait demandé la... Oui. Vous voulez bien apporter le micro, s'il vous plaît? Voilà, et puis ce sera donc la dernière intervention. Je vous en prie. Oui, je m'interrogeais juste de nouveau sur le schéma qu'on a vu avant, au niveau des familles avec un logement stable et sans logement. Bon, ça fait ainsi, il n'y a pas de nouveau à l'écran. C'était juste de m'interroger, en fait, au niveau des... Si on peut dire un peu les variables que nous, on a en tête, quand on préconise une orientation d'une famille. Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, quand on parle de la scolarité, comme quoi elle aura plus d'impact dans une orientation si c'est une famille monoparentale que si cette personne elle vit avec un conjoint, ça veut dire qu'on va moins se préoccuper de ça et donc peut-être pas forcément proposer une AEMO. D'accord. Voilà, merci. Alors, je vais essayer effectivement de répondre, ou en tout cas de poursuivre les deux questions. Sur la première, oui, cette espèce de discursivité dans laquelle on est pris. Alors, je dis on parce que pour le coup, pour les chercheurs, c'est pareil. Enfin, on est complètement également pris là-dedans. Et comment faire pour en sortir? Alors, il me semble qu'il y a vraiment d'abord cette dimension de passer d'un schéma explicatif
quand même, un schéma à la fois plus compréhensif mais aussi plus probabiliste, donc de redonner la dimension d'aléatoire et d'incertitude. Alors effectivement, heuristiquement, c'est peut-être pas satisfaisant, on se dit bon bah on comprend pas, on maîtrise pas, mais en même temps ça correspond peut-être plus justement à la possibilité d'avoir des récits ouverts derrière. Et puis il y a vraiment cette dimension de la temporalité, de comment on utilise le parcours entre guillemets. Est-ce que le parcours, on en fait un instrument, d'une part, pour expliquer la situation présente, et là, effectivement, on va passer son temps à demander aux gens de raconter leur vie et d'essayer de trouver dans leur passé la cause de, etc. Ce qui ne veut pas dire... Enfin, ça ne veut pas dire que c'est forcément faux, mais ça veut dire que ça n'a pas forcément de sens pour les acteurs. Encore une fois, c'est pas les phases qui sont explicables causalement ne sont pas forcément celles qui ont le plus de sens subjectivement, quoi. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut entendre. On peut aussi, donc ça, à mon avis, effectivement, ça enferme les familles, ça enferme les travailleurs sociaux. Je pense que ça a été déjà évoqué hier et que ça sera évoqué cet après-midi, mais il y a vraiment cette dimension de voilà, l'explication par le passé. Elle est quand même compliquée à manier. Et puis elle est compliquée à manier parce qu'elle est toujours rétrospective. Par exemple, sur le devenir des enfants placés, on le voit très bien. C'est-à-dire que si vous prenez en rétrospective, si vous regardez les enfants placés à un instant T, et que vous regardez dans leurs parents qui a été placé, vous allez avoir une proportion de parents des enfants actuellement placés, qui ont eux-mêmes été placés, plus importante que si vous regardez tous les enfants placés à un moment donné, qu'est-ce qu'ils sont devenus et combien ont des enfants placés. C'est-à-dire que forcément, les travailleurs sociaux, ils voient davantage ceux qui répètent. Mais c'est normal, c'est comme un médecin, il voit surtout les malades qui rechutent. Il voit plus les malades qui guérissent. Les travailleurs sociaux, c'est pareil. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rechutes et qu'il n'y a pas des reproductions. Mais ça veut dire qu'il y en a aussi d'autres, mais celles-là, on ne les voit pas. Donc il y a vraiment cette déformation du regard rétrospectif quand même. Et ensuite, on peut regarder aussi le parcours après, ou vers le futur. Alors là, il y a la dimension du projet, etc. Le parcours après, on peut là aussi avoir une lecture où on se dit, on va l'utiliser pour évaluer les effets d'une politique sociale, l'impact d'une intervention, etc. À nouveau, on risque d'être dans quelque chose qui va enfermer un peu et qui, effectivement, est démobilisateur, en fait, pour les professionnels et pour les familles. Et on peut aussi, effectivement, être plutôt sur quelque chose de plus ouvert, de plus aléatoire, en disant, oui, on est des ingrédients dans ce processus de construction. Donc bien sûr qu'il faut les comprendre et bien sûr qu'on peut travailler dessus, bien sûr qu'on peut regarder, là justement, en l'absence de logement stable, qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut faire évoluer des pratiques, etc. Mais ça ne veut pas dire effectivement que c'est quelque chose d'un lien de causalité. Je pense que cette dimension explicative et causaliste, c'est effectivement quelque chose qui, si on l'applique au parcours, ça devient quelque chose d'enfermant, en fait. Alors, merci pour cet éclairage. On va clore... J'ai pas répondu à la deuxième question, je suis pardon. désolée. Allez-y. Il fallait pas me dire que j'avais du temps. Hein. Oui, mais là, ça y est, on n'en a plus. Mais je vous en prie. Donc, juste en deux mots, effectivement... alors, c'est pas forcément en termes d'impact des différentes variables, mais par contre, c'est en termes de configuration. Oui, c'est très vrai que, en fait, on voit bien que ça fonctionne en termes de configuration et qu'une configuration, ça fait intervenir la composition familiale, les conditions de vie, les manifestations comportementales de l'enfant, etc. Et oui, il y a des configurations où on va plus facilement proposer une AMO qu'une autre. Et le fait qu'il y ait deux parents, mais ça, ça se voit dans plein d'autres recherches, le fait qu'il y ait deux parents au domicile, quand il n'y a pas de problématique de violence entre ces parents-là, c'est un effet très protecteur sur le fait de décider ou pas des mesures de protection de l'enfance en général. Voilà. Merci.